Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ici tout se passe bien, à Vitré tout se passe merveilleusement bien ce début de semaine. Bon pour vous ce sera mardi, ici nous sommes lundi, le lundi. Alors je vous invite aussi bien sûr naturellement pour les nouveaux, toujours je le répète. D'ailleurs YouTube aime bien qu'on leur donne, qu'on dise ça d'ailleurs en général, ils ne le pénalisent pas. Il est nécessaire que vous puissiez comprendre que il faut que je le dise parce que si je vous demande pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un pouce, de liker, de, de mettre des commentaires, de faire des commentaires, pas désagréables de préférence, mais vous pouvez me faire des critiques, même négatives, c'est pas grave. Je les accepte du moment que ça reste dans la courtoisie. Et bien sûr de mettre un pouce, d'activer la clochette, pardon, pour pouvoir recevoir les vidéos. Si je ne le répète pas, si je le répète pas, beaucoup d'entre vous l'oublient ou ne le font pas. C'est gratuit, oui, je sais bien, c'est gratuit, mais ça ne vous empêche pas, chers amis, de faire un effort, de faire un commentaire, même comme je vous l'ai dit, négatif, pour autant que ce soit constructif et que ça apporte quelque chose. Mais bien entendu, j'accepte les compliments, j'accepte les critiques, mais aussi les compliments, et j'accepte toute idée nouvelle qui pourrait m'aider à améliorer ce que vous préférez, que ce soit sur l'histoire de notre pays des fromages, comme l'on dit, parce que YouTube n'aime pas trop qu'on donne les noms de pays. J'en donne quelques-uns quand c'est pas notre pays, mais là, ça ne me donne pas beaucoup de pouces, même si c'est vrai que beaucoup d'entre vous le mettent. YouTube ne l'affiche pas forcément et donc n'en tient pas compte. Vous voyez? Parce que le nombre de pouces fait comment ça s'appelle? Ce que moi je vais gagner sur YouTube, en fait. Voilà, c'est vrai que chaque fois que vous faites un clic, que vous regardez une vidéo quelques secondes ou généralement et de préférence entière, YouTube rémunère donc le nombre, bien sûr, il faut plus de 1000 pouces, évidemment. Il en faut plusieurs milliers même. Mais si vous vous abonnez pas, si vous ne mettez pas un pouce, si vous faites rien, YouTube ne tient pas compte même si vous regardez comme ça furtivement quelques secondes et vous partez, ben, YouTube n'en tient pas compte. Alors, chers amis, pensez-y, s'il vous plaît. Alors, nous continuons l'histoire de Lafayette. Alors, c'est très long, je vous l'ai dit, et j'ai pas toujours beaucoup de temps, et puis c'est fatigant, je vous le cache pas. Lire les pages sur Internet, c'est pas comme un livre. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de budget pour acheter des livres. Je ne suis pas pauvre, rassurez-vous, mais quand même, ça coûte, ça coûte. Alors je vous invite de faire un effort, de comprendre que si c'est long, ben écoutez, soyez patients, chers amis. L'histoire de notre pays est une histoire très 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 longue, mais nous reviendrons sur les autres dirigeants. D'ailleurs, ce sera le consistoire, je crois, avec la première intervention de Napoléon Bonaparte. Mais pour l'instant, nous restons avec Lafayette en sa compagnie, parce que si vous voulez bien comprendre ce qui s'est passé entre l'Angleterre, le pays de l'oncle Sam et le pays des fromages, ancien royaume franc, il faut que vous compreniez que Lafayette, tout est là. Je dirais, tout est là. D'ailleurs, il le dit lui-même, je vais vous le dire, je vais vous l'annoncer. Il annonce que pour lui, la bonne école dans laquelle, il n'a pas dit la meilleure, mais enfin, quoique oui, enfin, il laisse sous-entendre, il dit que la bonne école dans laquelle il a tout appris, c'est les États-Unis, c'est le pays de l'oncle Sam, avec auprès de George Washington et puis d'autres, Benjamin Franklin et d'autres. Donc c'est là qu'il a appris à connaître le parti républicain, la politique libérale. Aujourd'hui, c'est l'ultra-libéral, mais bon, à l'époque, c'était déjà très libéral, et c'est parti, comme je vous l'ai dit, des Pays-Bas, donc l'actuelle Hollande, pays des libertés, justement, en Europe. C'était le seul, d'ailleurs, les Quakers qui sont partis à la conquête des États-Unis en massacrant les Indiens, naturellement, au passage, en les chassant, en les confinant dans des réserves, comme encore aujourd'hui en 2024. C'est les Quakers européens qui étaient basés au départ dans les Pays-Bas.
l'actuelle Hollande, qui est le pays évangéliste, donc protestant, est le premier pays commerçant. Il faut le savoir. Les Pays-Bas sont le. D'ailleurs, Jacques Attali le répète très bien, et je l'en remercie, je le cite, hein. Il dit que les pays estuaires, donc des ports, pas des ports des animaux, hein, les ports de bateaux, hein, sont comment dire, les plus aguerris au niveau des commerces, du commerce, hein, des échanges commerciaux. Notre pays viendra plus tard, puisque notre pays n'est pas un pays estuaire en soi, même s'il y a la Méditerranée, l'océan Atlantique, c'est vrai, mais les Pays-Bas sont beaucoup plus marchands, étaient marchands dès le XVIe siècle. Et oui, après c'est l'Italie. L'Italie aussi, qui est entourée de beaucoup d'eau, hein, comme vous le savez. Nous, on a deux endroits, trois, où c'est entouré d'eau. Bon, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est. Mais il y a une grande partie qui est celle de l'Est, hein, qui est proche de l'Alsace et le pays de la choucroute, hein, l'Allemagne. Donc on a une partie en terre. Donc c'est pourquoi nous avions eu du retard. Puis comme c'est des pays chrétiens, catholiques, hein, vous comprenez, les protestants sont beaucoup plus commerçants, commerciaux surtout, hein, et commerçants. Et voilà, c'est pour ça que les pays anglo-saxons ont mieux réussi que nous. Et oui, même si les Pays-Bas ont beaucoup perdu, hein, ils se sont fait piquer les idées qu'avaient développées justement les Pays-Bas. Bon, revenons un petit peu à Lafayette, si vous me permettez. Qu'est-ce que je fais moi? Ah oui, pardon. Alors nous sommes à la Révolution de juillet, 27 juillet, 7 août 1830, on en a parlé dans une vidéo précédente, mais là, on va se placer sous le regard de Lafayette, et non pas sur le regard simplement de ce que j'en ai fait moi-même de lecture avec vous, il y a deux ou trois vidéos, je ne sais plus. Bon. Alors Lafayette joue un rôle très important, et oui, durant ces quelques journées, donc ça a duré 3 jours, hein, je vous rappelle. Attendez, 3 jours, un peu plus quand même, 3 jours, oui, enfin bon, ça a duré une semaine, un peu plus d'une semaine. Avec, bon, on y reviendra à propos de la révolte, comment dire, les insurgés de Paris qui feront les barricades à cette période pour demander le départ du roi Philippe X. Non, Philippe X, c'est ça, non? Je ne me rappelle plus. Bon, Charles X, non, c'est ça, Charles X, ouais, Charles X, qui est un roi qui a fait beaucoup d'erreurs, mais surtout celle, on y reviendra, à propos du traité de Saint-Cloud. Saint-Cloud dans les Yvelines, hein, je crois bien. Oui, en Ile-de-France toujours. Alors Lafayette a fait beaucoup pour cette révolution de juillet, les Trois Glorieuses, hein, donc 27-29 août, juillet, pardon, 1830 et la défaite de Charles X. Voilà, j'en parlais un instant. Alors la défaite, elle s'est faite, comme vous allez le voir, par les traités, voilà, vous voyez, voilà, c'est les barricades, on l'appelle les barricades de juillet. Rappelez-vous avec Poulbeau et compagnie, là, les fameux, dans Les Misérables, vous avez vous avez dans les, justement, Victor Hugo est un excellent écrivain, journaliste, j'allais dire, qui a révélé beaucoup de choses, mais pas que sur ça, sur Notre-Dame de Paris notamment. Mais ça, je laisse à Oleg de Normandie le raconter mieux que moi, à propos de la Notre-Dame de Paris, à propos du bossu, vous savez, qui se réfugie dans les clochers de Notre-Dame pour fuir la population parce qu'il était tellement laid. Mais ça cache un message que seul Oleg de Normandie, enfin pas seul, mais dont Oleg de Normandie, dans Pagan TV, a su décrire avec brio. Et je l'en remercie. On en parlera peut-être un de ces jours. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Pour l'instant, alors, Charles X abdique en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux, Henri d'Artois, qu'on appelle le comte de Chambord. Alors, le comte de Chambord, il faut dire un mot tout de suite. C'est un jeune prétendant au trône, mais mineur, donc ne pouvant pas régner, puisque d'ailleurs il ne régnera jamais, semble-t-il, hein.
il régnera jamais parce que c'est les Orléans qui occuperont le trône à sa place. Ce sera Louis-Philippe, je crois bien, il me semble. Louis-Philippe Ier, voilà, ou simplement Louis-Philippe né, bon, etc. Hop. Euh, il est né à Claremont House, Surrey, au Royaume-Uni, donc au pays des beefsteaks, on les appelle les rumsteaks, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin bref. Alors voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc le drapeau tricolore est embrassé par ce Louis-Philippe Ier, puisque un Orléans, rappelons-le, c'est le fils ou petit-fils de Philippe Égalité qui a voté la mort du roi et dont lui-même quelques semaines plus tard sera guillotiné en 1793, pour mémoire. Alors, la maison d'Orléans, branche cadette de la maison de Bourbon, donc comment ça s'appelle? Des Capets, hein? Donc c'est la branche cadette, pardon, a un passé particulier. Elle a joué un rôle notable au début de la Révolution française du pays du fromage. Son chef d'alors a même été un partisan très engagé de la Première République. Voilà, bon, Philippe Égalité, ouais, je vous en parlais, le voilà. Oui, le père de Louis-Philippe, donc hein, c'est son père, voilà, élu député à la Convention, a voté la mort de Louis XVI avant d'être lui-même condamné et guillotiné le 6 novembre 1793. Nous poursuivons Lafayette durant les Trois Glorieuses. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 jours, ce monsieur, ce général? C'était un général, hein. Retrouvant sa popularité de l'année 1789, oui, parce que pendant un long moment, avec Bonaparte-Napoléon, ça s'est pas très très bien passé. Et même avec les ultras, les cordeliers, je crois, les montagnards, ça s'est pas très bien passé, parce que eux, ils étaient plutôt plus ultras et ne voulaient même pas parler de restauration, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ils ne voulaient pas du tout le retour d'un roi. Mais Lafayette, pour pacifier le peuple, qui lui-même n'était pas anti-monarchiste, hein, je rappelle, le peuple parisien, n'avait jamais souhaité la mort du roi Louis XVI. Comprenez? C'est l'aristocratie bourgeoise qui a pénétré le Carétin, on va dire, hein, en leur donnant beaucoup de vin, hein, notamment, pas seulement, mais bon voilà, pour les sans-culottes, hein. Et donc les insurgés alors il y a d'un côté les sans-culottes qui étaient vraiment les ultra-révolutionnaires, on va dire, hein, l'actuelle extrême gauche, on dirait aujourd'hui, hein. Et il y avait les modérés de gauche, mais plus républicains, et puis les gens de l'actuelle droite, enfin l'actuelle, il n'y a plus de droite, mais enfin bon. Mais les modérés qui, eux, acceptaient une royauté composée d'un parlement totalement indépendant de la haute cour. La haute cour, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelait. La haute cour qui était en fait une cour fait que de pairs. Alors les pairs, je vous le dis, je vous l'annonce, les pairs, c'était des hommes hein, généralement, nommés entre les aristocrates et les nobles, qui siégeaient et qui transmettaient à leurs descendants, leurs enfants, petits-enfants, les privilèges et les titres. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient d'office, les enfants, petits-enfants, un regard sur la politique menée dans le pays post-révolutionnaire. Voilà. La chambre des pairs, c'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Ou la haute cour, enfin quelque chose comme ça. Alors Lafayette demandera son abolition suite à la demande du peuple, bien entendu, du peuple parisien. Ici, nous parlons du peuple de Paris, hein. Alors ça reflète un petit peu l'ensemble du pays des fromages, mais enfin, comme le restant était des petites villes, Paris était la seule représentative, la seule représentée, parce que c'est là que tout s'est décidé, n'est-ce pas? Voilà, Charles X, donc à la commission municipale. Ah, voilà, je passe un petit peu rapidement. Dans la matinée du 30, Lafayette fait sommation aux troupes présentes à Saint-Cloud de déposer les armes, mais cette sommation reste sans effet. Bon, alors, qu'est-ce qui est...
Qu'est-ce qui a fait que Charles X a dû s'exiler à Rambouillet, je crois, hein, et laissant la place à, à Philippe Ier, pardon, pas Philippe Égalité, lui il étant déjà mort. C'est en fait le traité de Saint-Cloud, je crois, il me semble, hein. Alors j'y arrive ou je l'ai passé, je ne sais pas. Lafayette et l'avènement du duc d'Orléans, voilà. 30 juillet, c'est tout, voilà. Alors, Louis-Philippe, fils d'un homme que Lafayette n'aimait pas, ne suscite pas sa sympathie. Bon, c'est Philippe Égalité. Bon, ça. Lafayette n'était pas pour la mort du roi, Louis XVI, en fait. Mais c'était un homme plus modéré, donc il demandait à Louis XVI, bien sûr, et ça aurait pu marcher si les sans-culottes n'avaient pas. Et puis si le roi n'avait pas fui à Varennes. Je pense que peut-être ça aurait pu marcher. Mais comme Louis XVI réclamait la monarchie absolue, ces deux aspects ont fait de lui le paria du peuple. Voilà, tout simplement. Donc il fallait l'éloigner. Le peuple voulait prendre le pouvoir, mais sans détrôner le roi, en fait, sans supprimer la royauté. Là, il voulait supprimer la monarchie absolue de droit divin, enfin disons qu'il l'acceptait sur les idées de Lafayette et d'autres hommes, hein, mais dans le même temps, le peuple ne voulait pas la mort du roi ni écarter le roi. C'est le roi lui-même qui s'est un petit peu, parce que les légitimistes, les Bourbons ultra conservateurs, on va dire aujourd'hui, hein, souhaitaient que le roi soit lui-même de droit, élu de droit divin et non par le peuple. Et ah, ça y est, je ne me rappelle plus son nom à lui. Attendez. Comment il s'appelle Pas la maison de Bourbon, mais. Comment il s'appelle Voilà, les ordonnances de Saint-Cloud. C'est ça qui ont mis le feu au poids du peuple parisien. C'est ces ordonnances de Saint-Cloud qui étaient totalement contre le peuple, hein, contre la liberté de la presse notamment. Et donc, c'est ce qui a mis le feu aux barricades, hein, à Paris et qui a fait basculer la défaite du roi Charles X, sa, sa renonciation et son exil au château de Rambouillet. Alors, je cherchais le. Non, c'est pas lui. Voilà, le maréchal de. Attendez, je cherchais le nom. Non, Louis-Philippe. Bon, je ne me rappelle plus Henri d'Artois. Voilà, c'est lui. Je cherchais son nom. Henri d'Artois, en fait, dit comte de Chambord, n'a jamais pu régner. Mais de toute façon, le duc de Chambord, n'est-ce pas, Henri d'Artois, le comte de Chambord, donc, était légitimiste, en fait. Il était des Bourbons, bien sûr. Et c'est pourquoi il n'a pas pu accéder au trône. Alors, Lafayette et l'avènement du duc d'Orléans, on l'a dit. On revient. Non, je l'ai dit ou pas? J'en ai parlé ou pas? Ah, Lafayette durant les Trois Glorieuses. Bon, ça, on l'a vu. Donc, c'est les ordonnances de Saint-Cloud qui ont fait basculer et fait chuter, fait tomber du trône non, Louis-Philippe, oh, Charles X. Hein. Décidément, j'ai du mal. Hein. En fait, voilà, Lafayette, durant les Trois Glorieuses, il retrouve sa popularité de 10 à 189. Donc, Charles X sera comment dire, démis de ses fonctions. Charles X, voilà, a cessé de régner. Bon, ainsi que la famille d'ailleurs. Et donc, le peuple a acquis par son sang le droit de se choisir un autre souverain. Malgré cette réponse, la commission Lafayette décide de faire connaître la mission de M. de Sucy au peuple, qui se pointe dans l'hôtel de ville. Après avoir réclamé le silence, il commence à donner lecture des dernières ordonnances de Charles X. Alors là, mais ce nom suscite une réprobation générale
et la lecture des ordonnances se fait au milieu des cris. Voilà, donc Lafayette dit alors à Colin de Sucy, vous le voyez, il faut vous résigner. C'est fini des Bourbons, dit-il. Eh oui, les Bourbons, c'est fini. Les Parisiens n'en veulent pas. Et donc, qui dit Paris, dit le pays des fromages, hein, à l'époque. Et encore aujourd'hui, remarquez, hein, bon, même si on est dans l'Europe, mais bon. Lafayette est l'avènement du duc d'Orléans, donc 30 juillet, 7 août 1830. Ah, ça peut durer très longtemps, hein. Voilà. Oui, bon, Lafayette se décide. Voilà. Oui, ici Lafayette donne l'accolade au duc d'Orléans au balcon de l'hôtel de ville. Alors oui, il a fait un discours à propos de la République, mais il n'a jamais dit que que la France, que le pays des fromages était une république. Il a dit que seule la République, enfin je ne sais plus comment il a dit ça. Bon, on a un peu déformé ses propos à certains égards. Voilà, vous voyez, des commissaires sont envoyés à Rambouillet pour persuader le roi de s'éloigner. Leur instance reste vaine. On obtient du duc d'Orléans la permission d'intervenir plus brutalement. Oui, bon, ils veulent chasser de Rambouillet le roi déchu Charles X. Lafayette convoque 500 hommes dans chaque légion de la garde nationale dans le but de marcher sur Rambouillet. Oh, il se forme sur les Champs-Élysées, voilà, avec son fils, aide de camp George Washington de Lafayette, fils de Lafayette, hein, lui-même, du général Lafayette. Les troupes grossissent de 5000 à 6000 volontaires, arrivent dans la nuit aux abords de Rambouillet. La famille royale renonce à engager le combat, même si ses chances de succès immédiat ne sont pas nulles. Il prend le chemin de l'exil. Bon, il s'exile, je crois qu'il meurt en Prusse ou en Allemagne, je ne sais pas trop où. Voilà, donc Charles X. Et là, ils y mettent la fin de l'hérédité de la pairie, comme je vous l'ai dit, hein. L'hérédité de la pairie est dans les pays où existe une chambre haute, donc c'était le cas dans le pays des fromages, post-révolutionnaire. Et cette pairie, comme je vous l'ai dit, c'était une succession bon, qui se faisait de génération en génération. Et Lafayette a demandé, bien sûr, l'abolition, avec, bien sûr, les hommes qui l'accompagnaient. Mais c'est lui qui était le porte-voix, hein, bien sûr, hein. C'était le chef. Alors voilà, dit-il au peuple en lui montrant son nouveau roi, Louis-Philippe, hein, voilà le prince qu'il nous fallait, voilà ce que nous avons pu faire de plus républicain. Il a dit républicain, il n'a pas parlé d'un gouvernement républicain. Il a dit de plus républicain, allusion à ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais le pays des fromages n'adopteront pas, comme vous le savez, la méthode de l'oncle Sam pour les gouvernements, hein, comme vous avez pu le voir, et comme vous le verrez par la suite. La phrase voilà la meilleure des républiques ne semble pas avoir été prononcée. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit voilà ce qu'on pouvait faire de plus républicain, mais non pas voilà la meilleure des républiques. Il n'a jamais dit ça, Lafayette. Du moins, jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait voir d'autres sources, mais là, bon, il faudrait aller au musée de Carnavalet à Paris, donc, et là, malheureusement, moi je suis en province, il faudrait courir à gauche à droite. Alors la rupture avec le régime de Juillet, mais là on s'arrête là, chers amis, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors j'espère que ce court extrait un petit peu de la vie depuis la naissance jusqu'à sa mort de Lafayette vous aura plu. Mais on n'est pas encore à sa mort, on est loin, on est encore même assez loin. Mais nous parlerons de la rupture avec le régime de Juillet, juillet-décembre 1830, où là, il va se passer bien des choses, mais nous en reparlerons une prochaine fois. Chers amis, comme je ne le répéterai jamais assez, pardonnez-moi de radoter, mais il est bon de le dire pour les nouveaux abonnés,
qui suivent, qui ont parcouru un petit peu les vidéos précédentes concernant les régnants depuis le premier monarque, on va dire le premier roi jusqu'à la Révolution, il est nécessaire de faire une coupure avec Lafayette pour bien comprendre comment s'est mise en place la Révolution. Alors bien sûr, on va dire qu'il y a Diderot, il y a surtout Diderot, hein, je dirais, Rousseau et Voltaire, bien sûr, qui ont été les philosophes appelés des Lumières. Mais ces Lumières ont été mieux, mieux, peut-être pas mieux, mais elles ont été comprises par les Pays-Bas, comme je vous l'ai dit, l'Angleterre et le pays de l'oncle Sam. Et donc est revenu dans le pays des fromages avec Lafayette. C'est lui qui mettra en place la révolution, enfin mettra, pas tout seul bien sûr, mais c'est lui qui par ses idées apprises au pays de l'oncle Sam fera passer la révolution dite du pays des fromages comme étant acquise. Alors après il y a eu ce passage de la terreur, mais là il faudra lire Robespierre, mais nous y reviendrons bien plus tard, peut-être même après toute l'histoire jusqu'à Emmanuel Ier dit Macron. Nous en parlerons quand j'aurai fini tout ça. Ou alors peut-être entre-temps, je calerai peut-être un petit peu les trois, une, un ou deux de ces hommes, donc depuis Marat, Danton, Robespierre, j'en calerai un non pas dans n'importe quel ordre, mais dans un ordre, on va dire, le plus proche de la Révolution, n'est-ce pas? Qui a commencé? Est-ce que c'est Marat? Est-ce que c'est Danton? Oui, c'est Danton bien avant, même un peu avant, pardon, un peu avant Robespierre, même si celui-ci était déjà connu. Voilà. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura pas trop déplu. Je suis un peu navré de vous lire que succinctement un petit peu les événements qui se passent en ce moment concernant cet homme haut en couleur de Lafayette, hein. Mais c'est très très long, c'est très très long. Je vous assure que la lecture, ça prend du temps. Parce qu'il faut lire à la fois. Regardez bien. Ici, vous avez un exemple d'une phrase. Dans les premiers jours d'août, la Chambre ouvre les discussions. Et vous avez ici l'hérédité de la pairie. Eh bien, il faut lire ça. Sinon, je vais vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que la Chambre haute? Vous voyez? Il y avait cette chambre haute qui n'existait pas sous la monarchie de l'Ancien Régime, mais sous la monarchie depuis la Restauration post-révolutionnaire. Chambre haute, hein, voilà. Faisant rupture provisoire avec la Chambre des députés, non, l'Assemblée, quoi, l'Assemblée. Alors, chers amis, je vous souhaite quoi? Une bonne journée, bien sûr, un bon début de semaine. Si vous êtes sur le point de partir à votre travail, je vous souhaite d'être heureux en famille, d'être heureux entre amis. Je vous souhaite que du meilleur, tout simplement. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.